Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, Tivaouane, les gendarmes exhument un corps au domicile du guide des Moustarchidines, Serigne Moustapha Sy. L'opération a eu lieu hier soir. Une enquête est ouverte. Tous les détails dans cette édition avec Khalifa Diakhaté. La revue annuelle du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence a fourni des résultats satisfaisants pour cette année. Tout de même, des recommandations y sont soulignées. Et la radio existe depuis un siècle. Elle garde toujours la cote malgré l'invasion des réseaux sociaux. Un reportage de Abdourahmane Ly à suivre dans quelques instants. Bienvenue à tous. Tivaouane, une tombe découverte dans l'arrière-cour de la maison de Serigne Moustapha Sy. Les gendarmes, en présence d'agents du service d'hygiène, ont procédé à l'exhumation pour autopsie. Une enquête est ouverte. Les détails avec Khalifa Diakhaté. L'exhumation s'est déroulée autour de 19 h. Les gendarmes ont procédé à l'opération à la suite d'une dénonciation anonyme. Sur place, ils ont dû procéder à des arrestations d'individus qui voulaient s'opposer au déterrement du corps à l'arrière-cour du domicile du marabout qui fait face à la gare routière de la ville sainte. Les policiers du commissariat de Tivaouane, dépêchés sur les lieux après coup pour sécurisation, n'avaient aucune information au sujet même des raisons de la mission. Ils ont été déployés entre la maison qui abritait le corps et des édifices publics, le tribunal et la préfecture. Quelques heures plus tard, des éléments du groupement mobile d'intervention, le GMI, ont pris le témoin des mains de la police pour parer à d'éventuels troubles à l'ordre public. Pour l'heure, c'est le calme plat au domicile du leader des Moustarchidines. Seul le gardien veille au grain. Comme dans tout le périmètre de la ville sainte, l'enquête est en cours, le corps enlevé pour autopsie. Projet de loi de finances rectificative 150 milliards de francs CFA pour le programme Xëyu Ndaw ñi, 40 milliards pour la santé. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer l'adoption d'une loi de finances rectificative? Pour le journaliste économiste, 3 raisons peuvent l'expliquer: les perturbations des équilibres budgétaires, la hausse ou la baisse des recettes, ou encore l'adoption de nouvelles mesures réglementaires. Abou Diaw, journaliste spécialisé en économie, joint par El Hadj Malick Cissé. Autorisé au plan réglementaire, et souvent il y a des contextes qui expliquent, qui motivent effectivement l'adoption d'une telle loi. Et aujourd'hui, on peut dégager 3 en tout cas facteurs qui effectivement pourront expliquer l'adoption de cette loi. C'est lorsqu'il y a une perturbation des équilibres effectivement budgétaires. Il y a aussi un deuxième facteur qui peut être mis en exergue, comme par exemple lorsqu'on constate une augmentation ou bien une baisse même des recettes par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale. Et le troisième facteur, c'est par exemple lorsqu'il y a eu par exemple l'adoption de nouvelles mesures législatives ou réglementaires qui peuvent affecter l'exécution du budget. Ce qui est plus intéressant, quelles sont les implications liées à l'adoption de cette nouvelle loi rectificative? Il y a 3 éléments essentiels. C'est surtout une réallocation. Donc la loi de finances rectificative consacre une réallocation de 40 milliards de francs CFA au ministère de la Santé, ce qui n'était pas prévu dans la loi de finances initiale. La deuxième implication liée à l'adoption de cette loi de finances rectificative, c'est qu'il y a un montant de 150 milliards effectivement prévus pour ce qui est de la mise en œuvre du programme d'urgence pour l'emploi des jeunes, donc Xëyu Ndaw ñi. Donc là aussi tout récemment, parce qu'il y a un budget de 450 milliards qui est prévu. Et le dernier point, c'est surtout 64 milliards qui sont prévus dans cette loi de finances rectificative pour compenser les pertes commerciales ou bien pour faire face un peu à l'augmentation des cours mondiaux concernant le pétrole. Le développement du Sénégal passera forcément par les sciences et les technologies. C'est la conviction de l'astronome Maram Kairé. L'ingénieur reconnaît les efforts de l'État, mais pour lui, les jeunes doivent continuer à rêver. On l'écoute au micro de Djeba. Le Sénégal doit y arriver. Il n'y arrive pas peut-être pour le moment, mais il doit y arriver. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix et que le développement du Sénégal, ça passera forcément par les sciences et les technologies. Maintenant, comment c'est tout un ensemble de choses en fait. Il y a des efforts qui sont déjà faits, je pense, par les autorités. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut revenir au principe basique même de la science. C'est-à-dire que la science, ça se transmet sur la base
d'un rêve d'abord. Il faut qu'on apprenne aux jeunes à avoir des rêves dès le départ, qu'ils aient envie de faire des choses. J'ai envie de construire des avions, j'ai envie de construire des caméras, j'ai envie de construire des télévisions. Et c'est à partir de là que le jeune s'intéresse aux sciences. Il faut de la passion, il faut que le jeune soit passionné par ce qu'il fait. C'est ce qui va pousser en fait le jeune, peu importe les moyens, à aller au-delà de ses possibilités. Maintenant, il y a tout un ensemble de choses qui viennent après, c'est les infrastructures. Il faut que, au niveau des écoles, que l'enfant ait les outils nécessaires pour pouvoir faire de la science. Il faut qu'au niveau des universités, qu'il y ait les filières qu'il faut, les ressources humaines pour les encadrer. Mais au-delà de tout ça maintenant, je pense que c'est une ambition globale du Sénégal de faire de la science même une réalité. Être sur le terrain. Je disais que la science répond à des réalités. Il faut descendre sur le terrain. Au-delà des rencontres, des séminaires, des ateliers, tout ça c'est très bien parce qu'il faut documenter les choses. Mais au-delà de ça, il faut des équipes de médiateurs scientifiques, des gens qui sont formés pour ça, qui vont descendre, faire des activités de terrain et tout au long de l'année. Mais pas seulement dans les grandes villes, les coins les plus reculés du Sénégal, il faut qu'on soit présent avec tout un programme scientifique, que ce soit pour la robotique, pour l'intelligence artificielle, la programmation, l'astronomie, la physique, la chimie, ainsi de suite. Falling Walls Lab, 3 minutes pour faire tomber les murs. C'est l'objet du concours qui regroupe des chercheurs, des professionnels en début de carrière, toutes disciplines confondues. Pour cette édition, les 20 candidats ont 3 minutes pour convaincre de l'impact positif de leur idée de projet sur la société. Le reportage de Aïssatou Kane avec Barasso. Dans la dynamique de promouvoir l'innovation, l'invention et la créativité, 20 jeunes ont présenté un projet de recherche, le tout en 3 minutes. Parmi eux, Maury Touré, son projet est nommé Institut météorologique du Sénégal. C'est un très bon concours, ça permet à la jeunesse quand même de savoir parler devant le public, mais également ça permet à la jeunesse d'avoir présenter leurs idées devant les gens, mais surtout ça nous permet de créer d'autres idées, d'autres expériences, mais aussi ça permet aussi de savoir contribuer sur le développement de l'Afrique étant jeune, et cela peut se développer tout au cours de notre expérience. En 3e position au concours, Mohamed Sy a créé un bon de vaccination nommé Bench, une innovation dans la sphère de l'aviculture. Le bon de vaccination est un bon de vaccination qui peut vous permettre de vacciner près de 150% en 9 secondes. Oui, vous entendez bien, 150% en 9 secondes et aussi avec une efficacité inébranlable de 95%. Ouais. Et pour faire en guise de comparaison, la méthode traditionnelle n'est que de 65%. Donc on s'est dit il faudrait que l'on remette en place le domaine de l'aviculture parce que c'est un domaine quand même assez conséquent, sachant que l'on perd dans le monde près de 280 millions de dollars par année par cause de mauvaises vaccinations. C'est le sentiment du travail accompli et une fierté de représenter son pays qui habite le regagnant du concours. À la clé, un ticket pour Berlin. En ce moment, j'ai un sentiment de fierté, d'autant plus que je viens d'être nominé pour représenter le Sénégal au Falling Walls en Allemagne. Et c'est une grande opportunité pour moi de pouvoir continuer dans cette aventure et de pouvoir travailler davantage sur le projet. Le projet en question, c'est un nanofiltre connecté à un contrôleur de qualité qui permet de contrôler la qualité de l'eau à la base et d'équilibrer un peu la teneur à la sortie pour pouvoir avoir, peu importe la source de l'eau, que ce soit un puits, une rivière ou, je ne sais pas, un robinet public, à la base de pouvoir le filtrer, équilibrer et d'avoir la teneur qui est recommandée par l'OMS à la sortie. Les gagnants représentent le Sénégal Falling Walls Lab de Berlin qui regroupe les lauréats de tous les continents. Les partenaires promettent un accompagnement pour les 20 projets. Et depuis 2014, la Fondation Frédéric Naumann accompagne le concours organisé par Falling Walls Lab en vue de promouvoir l'initiative sociale, l'invention innovante des jeunes. Je vous propose d'écouter Joe Holden, directeur Afrique de l'Ouest de la Fondation Frédéric Naumann. Naumann organise aujourd'hui le Falling Walls concours pour la 7e fois. C'est une fois par année qu'on organise le concours des innovateurs.
Ça veut dire qu'on invite des jeunes entrepreneurs, des futurs entrepreneurs, de présenter leurs projets d'innovation. Et on fait une sélection et les gagnants avec le projet le plus innovant va représenter le Sénégal dans le grand concours international en novembre à Berlin, en Allemagne, avec 100 autres pays du monde. Falling Walls, c'est une très belle initiative et je pense très utile pour le Sénégal. Être innovatif et être entrepreneur, ça fait bouger le pays. Je pense que c'est ça que le Sénégal a besoin. Un pays plein d'innovateurs, plein d'entrepreneurs avance beaucoup plus rapide qu'un pays plein de fonctionnaires publics. Et ça arrive très souvent que les entrepreneurs et les gagnants de Falling Walls sont invités pour présenter leurs idées dans des autres pays et dans la sous-région. Donc aujourd'hui, Éducation, 8e édition de la revue du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence PAQUET. Les résultats obtenus sont mieux que ceux de l'année dernière. Des axes d'amélioration ont également été dégagés pour l'intérêt du système éducatif. La synthèse de Mam Seynabou Babou. Réfléchir sur le rapport des performances annuelles et poursuivre les objectifs fixés du plan d'action du paquet 2018-2022, c'est l'objectif de la 8e édition de la revue sectorielle du paquet. Les revues, c'est des moments d'évaluation et de propositions, de recommandations pour l'année à venir. Mais cette année, la revue elle est particulière parce qu'elle se tient à un moment où on sort un peu de la pandémie. Et c'est des moments de partage, d'évaluation de notre système éducatif. Nous avons apprécié les bons résultats que nous avons eus l'année dernière malgré la pandémie. Et je pense que l'indicateur le plus pertinent pour les bons résultats dans un système éducatif, c'est le taux de réussite aux examens. Je pense que l'année dernière, dans tous les ordres d'enseignement, aussi bien dans l'éducation, au CFE, au bac, au BFM, dans les examens professionnels, nous avons eu des résultats exceptionnels. Deux défis majeurs doivent être relevés d'après Mamadou Talla, ministre de l'Éducation nationale. Donc dire que cette revue est extrêmement importante, nous avons noté en tout cas des résultats extrêmement importants et il va sortir aussi des recommandations. Et dans ces recommandations, il y aura deux défis majeurs. Maintenir en tout cas ce qui a été fait l'année dernière, avoir de très bons résultats et aussi ouvrir des perspectives parce qu'en définitive, nous avons le souci de maintenir les résultats que nous avons eu l'année dernière. Le secrétaire général de l'Union des associations des élus locaux, Abdoukhadr Ndiaye, se réjouit des résultats obtenus. Il évoque également les préoccupations des collectivités territoriales. Nous avons connu des avancées notables. Maintenant, concernant les aspects territoriaux qui intéressent beaucoup plus les collectivités territoriales de façon horizontale, nous avons renouveler un certain nombre de préoccupations liées au mode de collaboration pour qu'au niveau du BCI, du budget consolidé d'investissement, mais pour des raisons liées à des schémas au niveau vertical, donc ont tardé à être mis en œuvre. La revue sectorielle conjointe est un moment essentiel du processus de suivi des performances et d'évaluation de la mise en œuvre du programme sectoriel. Salaire décent, indemnité de logement, voilà entre autres revendications qui ont poussé aujourd'hui les techniciens, le syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture à battre le macadam à Kaolack. Selon Samba Gueye, le secrétaire général du SYNTAS, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural ne respecte pas les engagements signés avec le SYNTAS. Je vous propose de l'écouter au micro de Adam Assar. La raison de notre marche aujourd'hui, c'est pour dénoncer le dilatoire noté dans le cadre de l'octroi des indemnités que nous avions négocié depuis plus de 10 ans pour satisfaire les revendications des travailleurs. Vous savez que nous sommes des agents de l'État affectés partout au Sénégal qui n'ont pas d'indemnité de logement. Nous n'avons pas aussi d'indemnité de risque liés à notre métier. Comme vous le savez, l'agriculture n'est que risque lié aux produits phytosanitaires, risque lié au travail sur le terrain et risque lié au niveau
de nos services qui sont en état de délabrement très avancé. Pourquoi nous dénonçons aujourd'hui ce dilatoire noté dans le cadre de ces négociations qui ont été actées dans le cadre d'un comité de dialogue social mis sur pied par le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, M. Moussa Baldé. Et la radio fête ses 100 ans aujourd'hui, un siècle après, elle n'a rien perdu de sa valeur et de sa crédibilité. Par contre, pour d'autres qui préfèrent, il y en a d'autres qui préfèrent s'informer sur les réseaux sociaux. Le reportage de Abdourahmane Li avec Augustin Mandan. Fatimata Sané ne peut pas se départir de la radio. Rencontrée à la foire en train d'attendre un bus à l'arrêt, elle révèle ne point quitter les fréquences FM et ce dès 7 heures du matin. Une habitude qui lui permet d'être au parfum de ce qui se passe au Sénégal. J'écoute beaucoup la radio car elle me permet de savoir tout ce qui se passe dans mon pays. Ce qui m'intéresse le plus à la radio, c'est bien entendu les éditions et les revues de presse. Ce jeune étudiant est d'ailleurs en train d'écouter la radio. Une source de référence en termes d'informations fiables, souligne ce jeune homme. Toute une personne qui veut avoir des informations à temps et à l'heure, la radio sera là et va vous accompagner, qu'importe la position géographique, qu'importe votre situation, la radio sera votre moyen pour vous ressourcer en quelque sorte, pour vous donner toutes les informations nécessaires. Contrairement aux autres plateformes, donc la radio, à mon avis, restera toujours et demeurera toujours éternelle comme moyen d'information. Cependant, les nouvelles technologies de l'information et de la communication semblent lui damer le pion. Fatima Touba n'écoute pas la radio et préfère les réseaux sociaux pour s'informer. Parce que c'est plus simple pour moi. Je suis tout le temps avec mon téléphone et certains téléphones de nos jours n'ont pas forcément la radio. Et il y a beaucoup d'émissions sur la radio. Oui, et des fois ça prend beaucoup de temps. C'est plus rapide avec les réseaux en fait. On a l'essentiel. Où que nous soyons et quoi que nous fassions, la radio est toujours là pour nous informer. Laisse entendre certains 100 ans après sa création. D'autres par contre ne se retrouvent pas dans les fréquences FM et préfèrent les réseaux sociaux. Et direction Mali, suspension des opérations conjointes avec les forces maliennes. Rien d'une surprise pour Mohamed Maïga. L'ingénieur des politiques sociales estime que cette situation conforte la position de la France au Mali. Pour rappel, cette suspension intervient à quelques jours de la cérémonie de prestation de serment du président de la transition. Mohamed Maïga est joint par El Hadj Malick Cissé. Ce communiqué qui consiste à la suspension des opérations conjointes avec les militaires maliens sur le front peut avoir une double perception. C'est déjà au niveau des autorités maliennes, ça peut paraître comme un mauvais message de la part de la France à leur égard. Donc ça pourrait générer des tensions qui risquent en fait d'aller plus loin. Donc les forces armées maliennes. Et ce communiqué aussi arrive dans une période où le lundi 7 est prévu la prestation de serment du colonel Goïta qui va devenir le futur président de la transition. Et aussi un contexte assez particulier qui amène en fait à la primature un homme qui ne fait pas forcément je pense l'affaire de tout le monde. Mais on va attendre les prochaines heures pour voir quelle sera la réaction des autorités maliennes face à ce communiqué des autorités françaises. Le deuxième aspect qu'il faut retenir dans ce communiqué, c'est qu'il peut être mal accueilli par la population malienne. Et une note de sport avant de refermer cette édition avec la remise du drapeau national aux Lions de handball en partance pour le Cameroun où elles vont participer à la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior féminin. Le Sénégal est logé dans le groupe A avec la République de Guinée, Madagascar et la Tunisie. Les joutes auront lieu du 8 au 20 à la salle polyvalente au Palais de Sport de Yaoundé.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais restez informés sur www.emedia.sn à 21h45. Retrouvez Khalif Diakhaté dans Intérêt Général. Bonne soirée, à demain.